Merci pour cette présentation technique. Je vais donner la parole à Olivier Kempf qui va nous permettre de changer de point de vue, de perspective pour adopter une lecture plus stratégique, j'imagine. Politique en tout cas. Politique en tout cas. Donc bonjour, merci Daniel et merci à la chaire de nous accueillir encore une fois sur un sujet stimulant. Avec Thierry Berthier, on va vous évoquer les enjeux de pouvoir. Moi, je suis plus un politiste, lui, c'est un mathématicien, et donc, chaque fois que j'essayais d'avoir des idées, il essayait de les mettre en équation pour savoir s'il y avait quelque chose. Donc, notre présentation va être en deux parties. Je vais parler beaucoup, et puis lui, à la fin, essaiera de parler un peu, mais avec des équations aussi. La présentation est assez nourrie. De toute façon, elle sera sur le site de la chaire, elle sera sur nos blogs, donc n'hésitez pas, vous la retrouverez. De toute façon, le texte de la communication, je ne sais pas s'il y a des actes, mais vous aurez l'ensemble. Allez, c'est parti. On s'est posé la question de pouvoir. Est-ce que les données donnent de pouvoir? Grand 1. Qui exerce ce pouvoir sur les données? Grand 2. Grand 3. Est-ce que ça change les rapports politiques et notamment la citoyenneté à l'intérieur de la ville? Voilà les questions que nous nous sommes posées. Tout d'abord, les données donnent-elles le pouvoir? On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur la ville intelligente. On se questionne finalement assez peu sur l'origine des données. Oui, on a des données qui viennent, on a des capteurs, ça arrive, etc., etc., etc. Et on considère que, au fond, c'est d'abord une question de traitement technique, éventuellement une question de sécurité, mais la sécurité est plus vue sous un angle technique pour garantir le bon fonctionnement. Mais finalement, c'est quelque chose que l'on va gérer et qui est assez anodin. Or, ça n'est pas anodin. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, tout d'abord, l'origine des données, ça vient de ce que Thierry a décrit comme une projection algorithmique. Et cette projection algorithmique, elle a deux sources. D'abord, nos actions volontaires. Quand vous allez sur Internet, c'est vous-même qui allez sur Internet. Quand vous passez un coup de téléphone, c'est vous-même qui passez un coup de téléphone. Et donc ça, ce sont des données qui vont aller nourrir votre projection algorithmique que j'appellerais active. Alors, il a mis ça en équation, il va vous raconter ça après. Et puis après, vous avez une projection algorithmique passive, celle où nous donnons des données sans nous en rendre compte. On a évoqué la notion de caméra de surveillance. Quand vous passez dans des caméras de surveillance, vous rentrez dans un capteur de données, vous allez être une des données, mais passive, sans vous en rendre compte, et l'ensemble forme votre projection algorithmique. C'est-à-dire que, de la même façon qu'un tweet, c'est peut-être 140 signes, mais c'est 5400 caractères, votre production de données est plus large que ce que vous croyez pouvoir faire vous-même. Alors du coup, pour l'instant, et c'est ce que le précédent orateur expliquait, ces procédés sont décentralisés. Certains sont aux mains des autorités municipales, il n'y en a pas beaucoup, dans la ville. La plupart sont aux mains d'acteurs locaux, d'acteurs privés, pardon. D'une autre façon, vous avez certaines données qui sont d'origine locale et puis d'autres qui viennent de fournisseurs qui ont des dimensions plus que locales. Et puis on voit apparaître de nouveaux acteurs qui sont assez nouveaux, et on a mentionné Uber tout à l'heure, M. Moreno l'a mentionné. On voit bien que derrière les acteurs traditionnels, on voit apparaître de nouveaux acteurs qui vont manipuler cette donnée et cette donnée dans la ville. Elles sont donc entre de multiples mains, et jusqu'à présent, on s'intéresse sur l'interconnexion. Or, derrière cette interconnexion, il y a le contrôle de l'interconnexion. Et là, on arrive à cette question de pouvoir. Est-ce qu'il s'agit de les réguler? Est-ce qu'il s'agit de partager leur gestion? Et si oui, comment? Et au fond, qui est propriétaire des données? Est-ce celui qui les émet? Est-ce celui qui les récupère? Ou est-ce celui qui est responsable du territoire sur lequel elles sont utilisées? Voilà de graves questions qui nous amènent à notre deuxième partie. Comment réguler les données? Alors tout d'abord, il faut un peu voir, et je crois que c'est Cécile Loutrio qui l'a succinctement évoqué, la question des acteurs. Et en fait, on a plusieurs acteurs dans la ville intelligente qui interagissent. Et identifier ces acteurs permettra justement d'identifier les rapports de pouvoir.
Alors le premier, bien évidemment, c'est l'usager. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, citoyen, administré, public, usager, client. Et d'ailleurs, la diversité de noms montre la diversité des rapports à la donnée qu'il va produire ou que l'on va capter sur lui. Cela étant, il est intéressant, cet individu, à cause de sa projection algorithmique dont nous avons parlé. Constatons au passage qu'elle est croissante et qu'elle est sur une courbe de croissance avec une pente assez forte. Ça signifie que plus on a de données, plus on a de traitements statistiques de ces données, et plus on a potentialité de ville intelligente. Paradoxalement, non pas paradoxalement, une des conclusions qui est tirée de cette ville intelligente, c'est que puisque la ville est intelligente, eh ben, ça va fournir plus de services et donc plus de biens communs. Ce que vous mentionnez à l'instant, tiens, avec mon application, je sais à quelle heure est le prochain métro, et je sais s'il y a une panne, je connais exactement mes changements, et peut-être même que je devrais utiliser un taxi ou un VTC ou un Uber pour éviter le métro. Donc voilà, ça c'est la théorie, c'est le discours établi sur la ville intelligente, tout va bien dans le meilleur des mondes. Face à ça, on a notre autorité publique. Alors, on va dire les édiles communaux, les maires, je laisse de côté la question de la complexité administrative. Le maire, la mairie, la municipalité a un pouvoir de décision, d'observation, d'orientation, et donc c'est elle qui, d'une certaine façon, décide de la ville intelligente, ou de la façon dont on va gérer cette ville intelligente. Du moins, en théorie. Elle a quelques données via les services en régie, pas beaucoup parce qu'il y a de moins en moins de services en régie. Souvent, elle a des délégations de services publics avec des prestataires, privés, publics, distincts d'elle, mais on peut dire qu'elle a des sources de données qui lui sont assez naturellement dédiées et qui arrivent vers quelque chose qui est important, qui s'appelle le centre de recueil. Parce que l'idée d'une Smart City, c'est quand même que vous ayez un pôle central. Vous parliez de système. Le vrai sujet, c'est le système de système, et donc, à l'intérieur de ce système de système, ce que j'appelle le centre de recueil, le centre de gestion, le centre de coordination, appelons-le comme vous voulez, le centre opérationnel, mais c'est lui qui est au cœur de la Smart City. Et derrière, l'enjeu, c'est qui gère, qui est responsable, qui régule ce centre de recueil. Donc, on peut dire que l'autorité publique, elle a un certain nombre de données via ses propres capteurs qui existent, qui vont abonder ce centre de recueil. Mentionnons au passage des administrations nationales qui, elles aussi, peuvent avoir des données et qui pourront avoir des services pour la ville intelligente. Pensez à l'enseignement supérieur ou universitaire, au centre des impôts, à la police nationale, dans les villes qui ont de la police nationale. Voici autant d'administrations nationales avec des antennes locales qui vont produire des données, qui vont avoir accès à des données et qui, potentiellement, pourront, elles aussi, abandonner ce centre de recueil. Je constate, conclusion partielle, les autorités, les municipalités n'ont pas une autorité directe et totale sur l'ensemble de ces données publiques ou semi-publiques. Dernier point, dernier acteur, celui que nous avons tous à l'esprit, les acteurs privés. Constatons que certains peuvent être dédiés à la donnée, d'autres peuvent avoir un cœur de métier qui est distinct mais qui produit de la donnée. Constatons que, d'une façon générale, les rapports entre acteurs privés et autorités varient. Alors, ça peut être très positif. Et il peut y avoir un échange de données parce que c'est mutuellement bénéfique. Prenons un gestionnaire de parking souterrain. Il a tout intérêt à dire le taux de remplissage de son parking aux autorités, parce qu'il va se dire les autorités vont mettre sur les panneaux d'affichage public les places de parking qui sont libres, et donc du coup envoyer du flux et donc des clients sur mon parking public, donc j'augmente mon taux de remplissage et pour moi économiquement c'est rentable. Et quant à l'autorité, pour elle c'est encore plus rentable parce qu'elle répartit au mieux le taux d'occupation des parkings et donc la fluidité de la circulation dans la ville. Ça, c'est sensationnel. L'intérêt des deux parties coïncide et donc il y a assez naturellement un échange de données. Bon.
Cela étant, vous avez d'autres acteurs qui disent « Ah bah, moi je suis un acteur privé, je dois faire du business, et donc les données, je vais les vendre. » Je vais les vendre. Prenons d'exemple d'acteurs locaux, c'est l'exemple de Uber. Uber, localement, il peut dire tiens, bonjour la ville de Rennes, grâce à mon système de transport partagé, j'ai un certain état de la circulation et donc des besoins et des usages, et donc je sais qu'il y a beaucoup de demandes à tel endroit et de prise en charge à tel endroit vers plutôt telle et telle destination, et ça peut vous intéresser pour votre Smart City, pour votre centre de fusion, et passons un accord et je vais vous vendre des données, ou je vais même vous vendre une application. Autre exemple, les professionnels des données massives, qui vont vendre des extractions de leur gigantesque base de données. Ça a déjà commencé, Facebook via la géolocalisation, ou Google via Google Maps, avec des utilitaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que la ville devient subitement dépendante d'acteurs extérieurs qui lui fournissent des données. Ça paraît simple, mais ça soulève plusieurs questions. Parce que, d'abord, est-ce que ces acteurs extérieurs vont fournir simplement des données ou vont-ils fournir ce qu'ils appellent, de ce mot qui me laisse toujours gêné, celui de la solution. Vous savez, les acteurs de l'informatique, ils vendent toujours des solutions. Mais est-ce que ces solutions sont des solutions à des problèmes réels? Est-ce qu'ils n'inventent pas des problèmes pour vendre justement la solution qu'ils ont en soute? Bon. En clair, est-ce que ces solutions répondent bien à l'objectif de bien commun qui est normalement la responsabilité de la municipalité? Deuxième chose, qui est propriétaire de ces données? Uber est-il réellement propriétaire des données qu'il compte vendre? Google, avec son Google Apps et la surveillance du trafic des smartphones sur un périphérique pour savoir où est-ce qu'il y a des bouchons, voilà une application que pourrait vendre Google. Est-ce que Google est réellement propriétaire de cette donnée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'acquérir cette donnée et donc d'abonder le centre de fusion qui serait organisé par la Smart City. Imaginons un système de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation avec des caméras sur les différents ponts, ça serait tout à fait efficace. Quand vous prenez une autoroute, regardez, à peu près tous les kilomètres, vous avez un mât avec une caméra de surveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes ont suffisamment de capteurs de données pour être capables en temps réel de savoir, de mesurer le trafic, les bouchons, etc., etc. On pourrait tout à fait imaginer qu'à l'intérieur d'une Smart City, il y ait le même système. Souvenez-vous, l'écotaxe avec les portiques qui sont sur les autoroutes, qu'est-ce que c'est? C'est un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour pouvoir aller imputer de la taxe derrière. Donc, tout ça pour dire, la solution, entre guillemets, qui est vendue par un acteur privé, on pourrait tout à fait imaginer que par des systèmes plus propriétaires, la Smart City pourrait y avoir accès. Mon propos ici, c'est de dire, on a des choix, et la municipalité doit se méfier du risque de dépendance envers le fournisseur de données. Ça, c'est la question qui... Sur la captation, la fourniture de données. La deuxième chose, c'est comment traiter ces données. On peut imaginer que la gestion de ces données, l'interconnexion de ces échanges de données qui arrivent à un centre de fusion, soit associée en régie. Personne n'y croit réellement parce qu'on imagine le niveau de complexité technique et technologique qu'il y a derrière. Donc, il y a la question, on passera probablement par un prestataire. Alors là encore, on a toujours le risque, et ça c'est le risque traditionnel, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, que sous couvert d'intégration et donc de cohérence, la conception du centre, la gestion du centre, soit associée à de la fourniture de données. Donc, une des questions qui se posera aux édiles municipaux dans la construction de ces centres de fusion sera bien de séparer la gestion de la donnée, qui doit faire l'objet d'un contrat particulier, de la fourniture de données qui doit faire l'objet d'une autre approche. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'éviter le monopole.
l'intégration entre la fourniture de données et la gestion de la donnée donne à celui qui en est responsable un monopole évident. Alors, cette question des monopoles est toujours délicate, elle est bien vue en économie, elle est vue aussi en droit public, hein, avec la décision, les distinctions classiques, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, délégation de services publics. Peut-être n'est-ce pas suffisant, peut-être faut-il imaginer de nouveaux procédés juridiques, justement, et là je me tourne vers la juriste, vers les juristes, il y en a plusieurs dans la salle, pour dire est-ce que nos outils de droit sont adaptés aux futurs besoins de cette Smart City. De même, on peut envisager des solutions alternatives. Une ville peut se doter d'applications qui intègrent tous les transports, au passage, y compris la marche à pied. Jusqu'à présent, on parle de transport, souvent on parle de transport en commun, plus ou moins motorisé, moteur à explosion électrique, peu importe, mais rarement on a la marche à pied qui est intégrée. De ce point de vue-là, la RATP est intéressante parce que quand vous calculez un trajet sur la RATP, régulièrement, vous mettez, tiens, bah là, vous avez 5 minutes de marche. C'est quelque chose de très valorisant de la RATP, je la mentionne au passage. Mais tout ça pour vous dire que ce sont des choses qui existent. Par exemple, Helsinki a développé une application de ce genre qui comprend non seulement les transports en commun, non seulement la marche, mais aussi les systèmes de transport partagé type Vélib. L'avantage pour la ville est bien évidemment double. Elle offre un véritable service public à ses usagers, d'une part, et en plus, elle acquiert des données. Donc là, c'est réellement bénéfique. Tout ça pour dire que, et c'est ma conclusion, le contrôle des données de la ville intelligente constitue un enjeu qui renouvelle les rapports compliqués entre municipalité et services. On a plutôt pris l'exemple des transports, c'est valable pour tous les autres segments de la ville. Les distributions de flux, la sécurité, la gestion des déchets, l'administration en ligne, enfin on peut le social, culture, loisirs, on pourrait imaginer tout un tas de secteurs qui rentreront bientôt dans la ville intelligente. C'est notre prochain article avec Thierry. Dernier point, celle-là, plus de sciences politiques, hein, peut-être un peu moins tournée vers la ville, mais plus vers la politique. On est jusqu'à présent dans le cadre classique des municipalités. Or, la ville connectée pourrait remettre en cause ce cadre classique, et notamment celui de la dévolution politique. En effet, jusqu'à présent, les autorités communales font face à deux types de clients. Il y a les électeurs, d'une part, et puis les usagers. Et si tous les électeurs sont usagers, la réciproque n'est bien évidemment pas vraie. Et alors du coup, pour une autorité, c'est assez délicat. Certes, elle est sanctionnée par des élections, mais avec des échéances assez espacées, mais elle a peu de rapport direct avec les usagers, et surtout ceux qui ne sont pas citoyens. Vous avez bien des enquêtes de satisfaction, mais tout le monde sait bien que c'est approximatif. Or, les données qui vont arriver avec la ville connectée seront probablement un moyen d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors aujourd'hui, pour une municipalité, ça a des avantages, le système actuel, marge de manœuvre, on n'est pas soumis aux aléas d'une opinion changeante, puisque les échéances, c'est tous les 6 ans, donc on a un peu le temps. Et puis l'inconvénient, c'est quel est le but d'une municipalité? C'est quand même de rendre des services au public, au bien commun, et on risque de passer à côté des besoins réels de tous les usagers. La ville intelligente pourrait modifier ces questions-là. Alors on pourrait tout d'abord, et c'est la première chose qui vient à l'esprit, imaginer de nouveaux modes de consultation. Donc avec une application partagée, pas très compliquée à mettre, de façon à ce que tous les acteurs, tous les usagers de la ville, qu'ils soient citoyens, usagers réguliers de la périphérie, usagers aléatoires, celui qui vient aujourd'hui de Grèce vient à Paris, c'est un usager de Paris aujourd'hui, mais d'habitude c'est pas un usager. Bon, voilà. Et donc tous pourraient faire partie de consultations. Ça pose problème parce qu'on peut avoir des votes contradictoires. Je vous donne l'exemple, 2 votes positifs sur 2 consultations à 6 mois d'écart. Je veux une piste cyclable, mais je veux un axe prioritaire. Et là, vous êtes une ville et vous dites, bah oui, mais je ne peux pas faire les deux. D'où la nécessité, dans ces consultations, de bien envisager toutes les données du problème. Le système paraît en l'état assez basique.
On pourrait envisager de même des systèmes où le citoyen qui paye ses impôts ait plus de droits dans la consultation, et ça, c'est des algorithmes assez simples à mettre, que l'usager régulier qui aurait lui-même plus de droits que l'usager aléatoire. Pas très compliqué à faire. Tout ça pour dire que de tels systèmes de consultation reposeraient la question de la dévolution politique et quelque part un système d'élection. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un système d'élection qui est en représentatif. Je vous élis pour que vous agissiez pendant 6 ans. Avec ces systèmes de consultation, on peut le faire de façon segmentée, mais du coup, la représentation et donc l'autorité qui est aux mains de la municipalité serait, d'une certaine façon, restreinte, réduite ou beaucoup plus encadrée. Alors, c'est à la fois positif, mais quelque part, c'est quelque chose qui n'est aujourd'hui pas dans le débat. En quoi est-ce que la Smart City va changer nos modes de dévolution de pouvoir ? Normalement, Thierry devrait parler avec une partie, avec plein de diapos. On a le temps, on n'a pas le temps ? Allez. Donc il me reste 4 minutes pour vous parler en fait de 2 mesures qui sont inédites, qui sont liées à la ville intelligente. Donc elles se basent sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Olivier, la projection algorithmique d'un individu. Donc c'est quelque chose qui a été défini dans un article paru sur R2IE il y a 2 ans, 2013. Et donc où j'essayais de formaliser un petit peu ce qu'on pouvait appeler cette projection. Donc un individu va créer à chaque interaction sur un système, il va déclencher volontairement ou non l'exécution d'un algorithme sur un système et une petite partie de l'information, un certain nombre de mots binaires vont être archivés sur le système. Alors ça peut être vide comme ça peut être l'intégralité de l'interaction qui va être archivée. Donc voilà, PS de H d'un individu H selon un algorithme, c'est une projection élémentaire. Alors on peut la découper en fait selon une partie ouverte, c'est celle qui va être accessible de l'extérieur, et puis une partie fermée qui va être, donc c'est la partie des mots binaires qui va être réservée aux administrateurs du système. Donc je passe très vite, sachant qu'il y a déjà eu des choses qui ont été publiées là-dessus. Si on prend la réunion de toutes ces projections pour un système donné, sur tous les algorithmes, on obtient une projection algorithmique systémique d'un individu. Et donc on peut la découper également en forme de projection volontaire d'un côté et systémique de l'autre. La volontaire, c'est ce que Olivier disait. Quand vous déclenchez un algorithme volontairement, que vous envoyez un mail ou que vous achetez quelque chose sur Internet, vous exécutez des algorithmes de façon volontaire. Et puis il y a toutes celles qu'on subit et que j'appelle systémiques. Donc quand on prend la réunion de tout ça, on a une projection systémique d'un côté et une projection volontaire pour chaque individu. Et puis quand on prend la réunion à nouveau sur tous les systèmes rencontrés, on a la projection algorithmique globale d'un individu. Alors cette projection, elle permet de définir en fait 2 mesures qui sont inédites. Celle du niveau d'ubiquité d'une ville intelligente. Donc la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut avoir une mesure quantitative du niveau d'ubiquité d'une ville. Alors grâce aux projections, c'est faisable. L'idée, je vais résumer un petit peu, l'idée c'est qu'on va considérer pour un individu donné sa projection volontaire et sa projection systémique. On va regarder le volume de ces projections-là et on va faire le ratio. On va diviser le volume des projections volontaires par celui des projections systémiques. Puis on va prendre la moyenne sur tous les individus d'une ville pendant une durée donnée. Et donc ce ratio, que j'appelle R de H sur l'intervalle de temps 0t, on va prendre sa valeur moyenne et ça va nous donner un ratio qui pourrait être petit finalement. Plus la ville va être ubiquitaire, plus on va être confronté à des systèmes qui se déclenchent indépendamment de notre volonté, plus ce ratio va être petit et plus cette valeur moyenne va être petite. Et en termes de volume d'information, elle va être plus petite qu'un 10 puissance moins n à un moment donné. Et ce n-là
le N qui va vérifier cette inégalité, ça va être le niveau d'ubiquité d'une ville. Donc plus N est grand et plus la partie systémique des projections est prépondérante sur la partie volontaire, ça signifie que la densité des objets, systèmes de surveillance, vidéo, infrastructures connectées, provoque une dissymétrie. Et donc ce N, il est globalement croissant au sein de la ville intelligente. Un troisième élément qu'on peut définir, c'est le niveau de consentement. Le niveau de consentement, en fait, c'est quelque chose de quantitatif qui va être de plus en plus important dans la ville connectée, ou l'ubiquité consentie. Donc j'explique, on refait un petit peu la même chose, et cette fois-ci, on fait quelque chose de rétrospectif, c'est-à-dire que quand on a une projection algorithmique, on imagine qu'on puisse demander à la personne, sur sa projection volontaire, elle est volontaire pour la faire, mais sur sa projection systémique, on va couper en deux sa projection systémique en lui demandant, une fois que l'algorithme a été exécuté, est-ce que rétrospectivement, vous acceptez ou non de fournir cette donnée ? Est-ce que si c'était à refaire, si vous aviez la possibilité de revenir sur cette exécution, vous accepteriez ou non de le faire ? Et donc cette séparation permet... Cette séparation permet de définir un ratio de consentement algorithmique. Donc d'un côté, on a le volume des projections consenties et on divise ça par le volume des projections systémiques qui, elles, ne sont pas forcément consenties. Alors ces deux constantes permettent de définir le consentement algorithmique comme cette valeur moyenne, c'est la valeur moyenne des ratios. Et donc c'est une valeur moyenne qui est proche, plus elle est proche de 1 et plus il y a consentement algorithmique des usagers, et plus ce ratio s'approche de 0, plus les usagers ont le sentiment de perte de liberté et d'une captation illégitime des infrastructures connectées par les infrastructures de leurs données. Donc là, j'explique un petit peu de choses, notamment en prenant l'exemple de Songdo, une ville en Corée du Sud, où le consentement algorithmique est quand même assez fort là-bas, parce qu'il y a une demande des habitants. Et puis, on peut terminer sur une petite réflexion sur la prospérité d'une ville connectée, d'une ville intelligente. Elle ne peut prospérer finalement que lorsque ces deux constantes sont croissantes en même temps. C'est-à-dire il faut que le niveau d'ubiquité soit croissant, mais aussi que le consentement algorithmique des habitants soit croissant. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La ville ne peut pas prospérer si le niveau d'ubiquité croît et que le consentement algorithmique décroît, parce que les gens s'en vont, ou n'adhèrent plus au système. Voilà. Je vous remercie.